Coucou, c'est Malou et bienvenue dans ce podcast littéraire de Books and Blabla. Salut, alors bienvenue dans ce récap livresque de juillet et aujourd'hui on va voir ensemble tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. On commence tout de suite avec I Lover de Rose Mia, dispo uniquement au format poche chez les éditions Hugo. Déjà, je tiens à souligner que j'aime beaucoup la couverture, même si j'ai un peu de mal à comprendre le rapport avec le livre. On suit l'histoire de Anaïs qui va s'envoler pour New York, mais qui est beaucoup trop désorganisée, ça lui porte préjudice, donc il lui faut de l'aide. Et c'est là qu'intervient Arthur, son collègue ou son patron, je sais plus, pour l'aider. Bon, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'excuse pour les lier, elle est un peu chelou, non? Enfin, je sais pas, moi je trouve que ça a un peu aucun sens. Mais bon, en soi, j'ai bien aimé, c'est une petite romance sympa. J'avoue, la fin, je m'y attendais pas, donc c'est un bon point. Après, c'est pas un livre dont je vais me rappeler à vita aeternam, je pense que je vais rapidement l'oublier. Mais c'est une petite romance sympathique, voilà, je vous le conseille. On enchaîne tout de suite, et là il faut qu'on parle parce que c'était vraiment exceptionnel. Je pense que c'est sans aucun doute mon meilleur livre du mois, et c'est un thriller qui n'est autre que La femme de ménage de Freda McFadden. Je sais pas si on prononce comme ça, encore une fois, excusez-moi. Chez City Édition au grand format et chez J'ai lu en poche avec une couverture qui est beaucoup plus jolie d'ailleurs, je trouve. Millie va devenir la femme de ménage des Winchester et elle va vivre des expériences étranges au sein de cette famille aux côtés de Nina, Andrew et leur fille, mais pas uniquement. Le livre m'a tenu en haleine du début à la fin. J'ai adoré, je l'ai dévoré et vraiment je veux plus de livres comme ça. C'est cool parce que progressivement j'élargis ma zone de confort de lecture, je me tourne vers de nouvelles choses et j'aime de plus en plus les histoires à suspense comme ça et les thrillers. J'en ai pas lu beaucoup donc j'ai pas vraiment de point de comparaison à part Verity de Colleen Hoover et vraiment j'avais l'impression que c'était la même ambiance, la même vibe que ce livre-là que j'avais adoré à l'époque donc j'étais trop contente de retrouver un livre un petit peu comme ça. Je pense que c'est un thriller assez tranquille, basique pour commencer. Il est un peu prévisible, mais pas en totalité. Donc ça c'est cool parce que même si j'ai deviné certaines choses, j'ai quand même eu des surprises. Donc vraiment je vous le conseille, même si vous commencez la lecture, je trouve que c'est un très bon livre parce que on a toujours envie de savoir la suite. Et c'est un petit peu le but d'un bon livre quand même, je trouve. On passe tout de suite à A Million Kisses in Your Lifetime, notez mon petit accent anglais, de Monica Murphy, dispo chez Collection et H, et au début, c'était vraiment pas gagné. Franchement, j'ai pas du tout aimé le début du livre, parce que Crew, il pensait qu'à une chose, c'était s'occuper de manière charnelle de Vren, et là, je le dis d'une belle manière, mais vous m'avez compris, dans le livre, c'était beaucoup plus trash, et c'était même très grossier, ça faisait gros pervers, alors qu'en plus, on parle de lycéens, enfin, vraiment, ça n'avait aucun sens. Et puis petit à petit, je trouve que l'histoire, elle est devenue plus intéressante. Crew, il a arrêté d'être un gros connard et il a fini par lui offrir des tonnes de rouge à lèvres Chanel. Donc écoutez, je pense qu'on est d'accord pour lui pardonner, non? Hein, enfin voilà, bon. Moi, Vénal, non, je vois pas de quoi vous parlez. En tout cas, j'ai beaucoup aimé toute l'histoire autour de l'art dans ce livre et finalement, passé la moitié du livre, j'ai plutôt apprécié l'histoire. Donc contente, même si je reste mitigée de ma lecture parce que vraiment le début ça passait pas. C'est une romance qui est quand même assez spicy et qui apparemment fait partie d'une saga ou du moins il y a d'autres livres dans le même univers. Après j'avoue je me suis pas plus renseignée, j'ai juste vu un post sur Insta qui montrait les différentes tropes des autres livres et franchement j'aime pas du tout parce que on est sur du Bully to Lovers par exemple, enfin je sais qu'il y en avait un c'était ça et franchement c'est la trope que je déteste le plus au monde donc c'est sûr que je le lirai pas et pareil les autres ils me tentaient pas trop. On passe au manga Animal Crossing, j'ai lu le tome 8, en vrai j'ai rien à dire de plus, à part qu'on est déjà au tome 8, ça passe hyper vite, c'est toujours aussi drôle, aussi mignon, et je sais que ma sœur sera très contente de le lire. J'ai aussi lu Pourvu qu'on ne s'aime jamais de Dahlia Blake qui est dispo en poche uniquement chez Hugo, et c'est un spin-off de Les Azalées fleuristes en hiver, car cette fois on suit Hortense, la sœur de Azalea, qui est maman et qui va en Martinique il me semble pour le mariage de sa sœur. Elle va rencontrer Raphaël et ça va être pour eux le début d'une histoire. En vrai, j'ai bien aimé, je dirais autant que le premier, même si j'en ai plus beaucoup de souvenirs. Après voilà, encore une fois, c'est une romance bon enfant, mais qui en même temps aborde quand même des thèmes importants et touchants, je trouve. Mais je pense que j'ai lu beaucoup de romances comme ça maintenant, et pour moi, c'est dur d'en trouver qui se démarquent. Clairement, celle-ci, elle est sympathique, elle est bien écrite, mais c'est pas une romance mémorable pour ma part, même si, voilà, je pense que maintenant c'est assez compliqué pour moi. Et en vrai, les romances que je considère comme mémorables, bah souvent c'est les premières que j'ai lues, donc je pense que ça joue énormément.
On passe à Love Theoretically avec mon accent bien français de Ali Hazelwood, dispo au format broché chez Hauteville. Et je dois vous dire que j'ai été agréablement surprise. J'avais pas trop aimé The Love Hypothesis ni Love on the Brain, mais j'avais beaucoup aimé Checkmate, donc je savais pas trop à quoi m'attendre et franchement j'ai adoré. Je pense que c'est mon deuxième préféré après Checkmate. J'ai de suite beaucoup aimé le personnage de Elsie qui essaye de décrocher un poste de chercheuse au mythe, sauf que ce poste est déjà prévu pour une personne que soutient Jack, l'un des recruteurs. Du coup, on va suivre cette petite guéguerre et j'ai adoré la vibe qui ressemble au précédent. Mais je sais pas, je pense que j'ai plus aimé les personnages, l'ambiance globale, bref, j'avoue, je sais pas trop comment l'expliquer, j'ai passé un super moment. C'est une romance mignonne avec quand même des empreintes spécifiques, surtout en lien avec le monde de la science et c'est ce qui fait tout le charme. Après, j'ai pas trouvé le plot twist incroyable, mais ça fait le taf, donc je vous le recommande. J'ai aussi lu les tomes 4 et 5 du manga Death Note et toujours aussi cool. On avance bien dans l'histoire, même si franchement, je trouve que le tome 5 a beaucoup traîné en longueur. L'intrigue commence à m'ennuyer un peu, donc j'espère qu'on va avancer dans le tome 6, mais voilà, toujours hâte de continuer. Et si vous trouvez que j'ai pas la même voix qu'avant, c'est normal, j'enregistre pas le même jour, parce que c'est un podcast que j'essaye de faire au fur et à mesure, donc voilà, c'est normal si des fois j'ai pas tout à fait la même tonalité, je viens de le voir en réécoutant les passages d'avant, et c'est vrai que c'est assez frappant, donc vous étonnez pas. J'ai aussi lu Les Dessous de la Chambre Noire de Margarita Gabbiani, qui est donc le spin-off de Nymphéa et la Chambre Rouge, et j'ai peut-être un peu moins aimé ce tome, même si on reste clairement dans le même univers, mais cette fois on va se concentrer sur Anton, le frère de Mathieu, si je dis pas de bêtises, toujours à la fameuse galerie. Donc cette fois on suit Elena, qui est une jeune garde du corps qui va assurer la protection de Anton dans une affaire un peu louche. On a toujours des passages très érotiques, pour autant c'est pas une dark romance, et ça c'est l'autrice elle-même qui l'a expliqué dans une vidéo postée sur le compte Instagram de Hugo New Romance, donc c'est un livre que je conseillerais seulement aux 16 ans et plus. Après il y a quelques petits détails qui m'ont dérangé, comme le fait qu'il ait dit qu'Elena est une 2003. Pour vous dire, je suis une 2004, et il y a 20 ans je comprends pas comment elle peut assurer la protection d'un homme, arriver à gérer la pression et l'étrange affaire qu'on suit durant le récit. En tout cas, ça me paraît un peu irréaliste et c'est dommage, d'autant plus qu'il me semble, même si là j'en suis pas certaine, que Anton il est quand même un peu plus âgé, ce qui rend le truc encore plus chelou. Alors je déteste pas la trop age gap, mais là je sais pas, je vous avoue que ça enlève un peu de réalisme je trouve. Et d'ailleurs c'est un bon pavé de 650 pages qui, il faut l'avouer, traîne un peu en longueur à certains moments. En tout cas, si vous avez aimé Nymphéa et la Chambre Rouge, vous aimerez celui-ci, qui est vraiment dans la continuité et j'ai quand même passé un bon moment. Et pour finir ce mois de juillet, j'ai enfin sorti de ma palle la saga Maybe de Colleen Hoover et j'en suis vraiment contente parce que ça va faire, je crois, 1 an et demi, voire 2 ans qu'elle était dans ma palle. Il y a donc 3 tomes et je vais détailler chacun d'entre eux. Dans le tome 1, on suit l'histoire de Ridge et Sydney, largement entravés par différents éléments, sans trop spoiler. Les personnages secondaires sont assez présents dans cette histoire, avec notamment Warren, Bridget et Maggie. J'ai bien aimé ce premier tome, malgré que ce soit une romance assez classique dans sa construction, comme on a l'habitude d'en lire, je trouve que ce tome apporte quand même quelque chose de nouveau, et j'ai vraiment été prise dans le récit. Le tome 2 est tout petit, il fait à peine 150 pages, il se concentre sur Warren et Bridget et autant dire qu'on aurait pu s'en passer. Ou alors davantage développer leur romance dans le premier tome, parce qu'à part des scènes érotiques, il se passe pas grand chose et honnêtement ce tome, il est même pas essentiel pour comprendre la suite avec le dernier tome qui est de loin le meilleur. Le 3e tome se concentre toujours sur Ridge et Sydney, mais ici aussi plus largement sur Maggie et un autre personnage sans spoiler. J'ai trouvé ça vraiment bien de se consacrer davantage au personnage de Maggie qui est extrêmement touchant, ainsi qu'à la relation qu'elle entretient avec Ridge et surtout avec Sydney. C'est une belle leçon de vie et c'est un tome qui vient selon moi parfaitement conclure cette belle petite saga. C'est loin d'être les meilleurs livres de Kouhou, mais j'ai vraiment passé un bon moment avec ces personnages et je pense que je vais m'en rappeler encore pendant quelques temps. Et voilà, c'est terminé pour ce récap de juillet, encore 12 livres ce mois-ci comme le mois dernier. Le mois prochain, ça va être un gros mois, j'ai beaucoup de sagas, de fantasy à continuer, et c'est souvent des gros livres avec de grands univers que j'ai envie de savourer, donc à mon avis, je vais passer beaucoup de temps à lire. Si vous avez lu ces livres ou que vous hésitez à les lire, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram, sur mon compte mlg-books, et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast de Books and Blabla.